Ok, donc du coup, je vous propose de commencer sans plus tarder. L'objectif, il est double pour nous, de revérifier un peu les points ensemble sur lesquels s'opposer au texte renforçant, qui s'appelle renforcer la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Bon, il y a la note que vous avez faite qui est, je pense, extrêmement complète et qui brosse l'intégralité du texte, mais essayez de voir peut-être les angles qui sont les plus efficaces dans le débat. Et puis dans un deuxième temps, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de ne pas juste s'opposer au texte pour s'opposer au texte, mais de dire, voilà, on a une alternative à proposer. Alors l'alternative, c'est pas forcément un truc en positif en tant que tel, c'est pas forcément de dire on a d'autres mesures à proposer, ça peut être aussi de toiletter les anciens textes et de retirer des choses qui n'auraient jamais dû être là, et peut-être, il y a peut-être des pistes à évoquer sur le lien entre services de renseignement et le judiciaire en tant que tel, peut-être des nouveaux garde-fous à mettre qui n'étaient pas auparavant. Voilà, donc on a envie d'ouvrir le champ des possibles et d'apparaître au moins comme étant autant une force d'opposition que de proposition, de sorte à ce qu'on puisse être aussi un point d'appui politique pour dire, voilà, c'est pas juste des gens qui sont contre l'état d'urgence parce que le terrorisme, ils pensent que c'est pas grave, parce que c'est ça qui ressort, l'idée très largement reçue dans les milieux médiatiques, c'est que nous serions des bisounours et par extension l'ami des terroristes. Ça arrive assez vite dans la discussion, donc pour battre cette idée en brèche, et puis aussi parce que nous aspirons à, en 2022 ou avant, accéder au pouvoir, et que si demain on est aux responsabilités, ce serait utile qu'on sache quoi faire concrètement face à ce genre de situation, de votre point de vue, évidemment. Alors, merci pour cette invitation pour nous au syndicat de la magistrature, et on fait partie en réalité de plusieurs collectifs en la matière, mobilisés soit aux côtés d'organisations de la société civile, d'organisations syndicales et puis de chercheurs. On mène depuis en réalité novembre 2015 un combat contre l'état d'urgence et contre ce que représente l'état d'urgence de rupture dans notre état de droit. Et quels effets est-ce que ça produit, des effets de dislocation de la société, comment est-ce que, à l'inverse de ce que ça prétend, non seulement ça ne lutte pas contre le terrorisme, mais ça peut, d'une certaine manière, en créer les ferments par la stigmatisation que ça produit, comment est-ce que ça peut être intégré ensuite dans un discours qui démontre qui tend à dire que l'État en France oppresse les musulmans, etc. Et donc comment est-ce que, d'une certaine manière, ça peut en réalité beaucoup plus fragiliser ça peut nous fragiliser beaucoup plus face au terrorisme que nous protéger, ce qui est sa prétention. Il y a déjà une première difficulté sur laquelle je pense que vous devez nécessairement axer votre action, c'est celle de la procédure parlementaire choisie. On ne cesse, dans le cadre de ces textes, d'être soumis à des procédures d'urgence parlementaire. Alors certes, l'été est passé entre-temps, et donc finalement, quand on regarde, ça s'étale sur quelques mois. Il n'empêche que cette procédure-là, elle va de manière très claire empêcher le débat, parce qu'on l'a vu sur les précédents textes, et on peut imaginer que ça sera le cas. Il y aura un accord en CMP, que cet accord il sera notamment trouvé en donnant à nouveau des gages aux Républicains, et en introduisant des dispositions supplémentaires encore plus lourdes que celles qui existent dans le texte. C'est ce qui a été fait par le précédent gouvernement, et c'est vraisemblablement ce qui sera fait à nouveau, si c'est nécessaire, en tout cas dans le cadre de la CNP. Donc je crois qu'il y a vraiment il y a vraiment un problème procédural, évidemment, et puis après c'est toute la logique de ce projet de loi qu'il faut contester. On a essayé de détailler, donc j'y reviendrai pas forcément, la façon dont on pouvait interpréter différemment, faire une interprétation vraiment différente de celle qui est faite par le ministère de l'Intérieur sur les soi-disant résultats de l'état d'urgence. Il y a eu une vraie focalisation sur
en gros des résultats qui consistaient à trouver des armes, trouver des stupéfiants, etc. C'est évident que quand finalement on lâche la bride et on donne à la police la possibilité de mener toute une série d'investigations sans aucune ou quasiment aucune contrainte, il y a des cibles qui sont connues d'avance et qui sont utilisées, qui peuvent donner un certain nombre de résultats. Donc là-dessus, je crois qu'il faut vraiment être au clair. Et par contre, identifier combien est-ce que c'est en réalité l'action classique, judiciaire, etc., qui a produit des effets en matière d'antiterrorisme et pas les perquisitions administratives ou les assignations à résidence, dont d'ailleurs on se dit à quelle date est-ce qu'elles peuvent se terminer puisqu'en fait l'argument qui est souvent invoqué, en tout cas on a pu entendre un argument qui était de dire certes les personnes assignées à résidence depuis plusieurs mois n'ont pas été mises en examen dans des enquêtes antiterroristes, mais c'est précisément parce qu'elles sont assignées à résidence qu'elles ne font rien, et donc qu'on ne peut pas ouvrir une enquête. Et alors là, il y a quand même on voit assez immédiatement le piège dans lequel on peut tomber, puisque si ne rien faire est le signe qu'en réalité on aurait fait quelque chose, et donc la justification intrinsèque de la mesure, il y a une vraie difficulté. Ce sur quoi nous on veut insister très lourdement, c'est finalement la nature des mesures contenues dans ce projet de loi pose problème dans notre démocratie, et c'est tout le débat autour de ce qu'est la police administrative. Et donc toute la question, c'est de savoir dans quel cadre juridique peut s'organiser la lutte contre le terrorisme, aussi tant est d'ailleurs que même cette terminologie ne pose pas un certain nombre de problèmes. Et donc, dans quel cadre juridique est-ce que ça peut s'organiser ? Le terrorisme, c'est une forme de criminalité. C'est une forme de criminalité, ou de délinquance d'ailleurs, puisque le code pénal liste un nombre extrêmement important d'actes qui peuvent être qualifiés de terrorisme. Et finalement, ce qui différencie cette criminalité d'une autre forme de criminalité, c'est, évidemment, ses motivations, etc. Mais c'est surtout ce que la loi en fait, et ce que la procédure en fait, et ce que la procédure autorise de manière différente. Et là, il y a une vraie réflexion à avoir. Mais pour revenir à la question de ce texte, le problème précisément de ce texte, comme de l'état d'urgence, comme de précédents que j'évoquerai, c'est finalement de créer une sorte de catégorie de terrorisme sous-pénal. C'est-à-dire qu'on va avoir toute une série de personnes qui vont être visées alors même qu'il n'existe pas les éléments suffisants en matière pénale pour les placer en garde à vue, les mettre en examen, les présenter à un juge d'instruction et vraisemblablement qu'ils soient placés en détention provisoire. Il n'y a pas les éléments suffisants pour ça, mais au lieu de, dans un cadre classique, de dire eh bien, très bien, la réponse c'est poursuivre des enquêtes, c'est mener des mesures de surveillance, d'enquête, qu'elles relèvent des services d'enseignement, des services de police judiciaire. Eh bien non, la réponse étatique c'est de dire oui, mais il y a tout de même un soupçon qui entoure ces personnes, et donc ils peuvent être soumis à toute une série de mesures de contraintes, privatives de liberté, au contenu réel extrêmement lourd, sur la base de cette suspicion. Et en réalité, c'est là que se crée vraiment une rupture par rapport au droit pénal classique. Dans le droit pénal classique, soit les éléments sont là, et vous êtes néanmoins présumé innocent jusqu'à être jugé, mais vous pouvez faire l'objet d'une certaine mesure de contrainte, soit ils ne sont pas là, et à ce moment-là, évidemment, il ne se passe rien. C'est une distinction qui est... Il ne se passe pas rien, c'est une distinction qui est classique, mais en tout cas, il ne peut pas y avoir de mesure de contrainte. Et déjà là, dans les modifications récentes du Code de procédure pénale, il y a déjà un flou, c'est ça qui a été introduit, qui permet déjà, dans le Code de procédure pénale classique, de tendre vers des mesures de coercition sans avoir des éléments de preuve. En fait, c'est dans le Code de la sécurité intérieure, et c'est là d'ailleurs toute la logique, mais effectivement, la loi du 13 novembre 2014
loi Cazeneuve, avait notamment introduit les interdictions administratives de sortie du territoire. Ces interdictions administratives de sortie du territoire, elles avaient été portées à un moment où il y avait vraiment des familles qui étaient extrêmement préoccupées parce qu'elles voyaient leurs proches partir en Syrie. Et donc, à un problème réel, hein, évidemment, la réponse qui a été faite sur le plan législatif, ça a été de donner au ministre de l'Intérieur le pouvoir d'interdire à des citoyens de sortir du territoire. C'est quand même une mesure, si on la regarde avec distance, qui devrait inquiéter tout démocrate. Le fait qu'un ministre de l'Intérieur puisse empêcher un citoyen de quitter le territoire. C'est ce qu'il reproche à Cuba. Au motif qu'il va rejoindre un théâtre d'opération terroriste et qu'il est dans des conditions dans lesquelles il est susceptible de porter atteinte à la sécurité à son retour. Et là, on avait l'une des mesures qu'il faudrait de notre point de vue abroger, qui consiste à finalement priver les personnes d'une liberté fondamentale, qui est celle donc de fuir par exemple, ou de quitter son pays, ou de liberté d'aller et venir, alors même qu'il n'existe pas les éléments, donc les indices graves ou concordants, permettant de penser qu'il a commis ou qu'il prépare une infraction pénale. Ce qu'il faut savoir lorsqu'on réfléchit en matière antiterroriste, c'est qu'en l'état des choses, à la fois du droit et de la jurisprudence, les principales infractions pénales retenues en matière de terrorisme sont soit des infractions qu'on appelle des infractions de soutien au terrorisme, c'est-à-dire tout ce qui relève par exemple du financement, soit une infraction clé qui est l'association de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs à visée terroriste, c'est une association qui déroge par principe dans le droit pénal, parce que c'est une infraction dans laquelle ce qui est visé, ce sont des actes préparatoires qui en euxmêmes ne sont pas forcément illégaux. C'est finalement un projet qui n'a pas été véritablement entamé, qui est acté qui est établi par le fait qu'il y a une entente et qu'il y a un certain nombre d'actes préparatoires, mais pas forcément des actes illégaux. Et toute la jurisprudence construite autour de l'association de malfaiteurs, c'est une jurisprudence qui finalement réduit de manière vraiment très drastique les éléments à réunir. Par exemple, on n'a pas besoin de dire le projet c'est de mettre le feu à tel lieu, le projet c'est de poser une bombe à tel endroit. La jurisprudence reconnaît la possibilité de condamner des personnes pour association de malfaiteurs quand bien même il n'y aurait pas de projet absolument défini. Elle reconnaît la possibilité de condamner pour association de malfaiteurs, quand bien même on n'aurait pas identifié toutes les parties. Donc il peut y avoir des personnes quasiment seules, ou 2 personnes qui sont condamnées pour ça. Elle reconnaît des possibilités de manière très large finalement, à partir du moment où quand on lit la littérature, on voit bien c'est l'appartenance à une nébuleuse. Et ce terme est utilisé et c'est assez significatif. Donc ce qui est je dirais d'une certaine manière incroyable dans la façon dont le mouvement législatif se fait actuellement, c'est qu'il se fait dans l'ignorance, mais une ignorance assez construite, de notre point de vue, de ce que le droit pénal antiterroriste existe et de ce que lui-même, le droit pénal antiterroriste, est déjà construit sur des bases extrêmement dérogatoires sur le plan procédural, sur les durées de garde à vue, sur les durées de détention provisoire, sur les possibilités d'utilisation des mesures de surveillance, mais aussi sur le droit pénal de fond, c'est-à-dire sur la façon dont les infractions pénales sont à la fois définies et interprétées par les juridictions. Et donc, on a déjà d'ailleurs dans l'histoire de l'antiterrorisme lorsque, par exemple, Jean-Louis Bruguière était à la tête du service de l'instruction antiterroriste, il y avait quelque chose d'assez assumé d'une politique, finalement, de précaution,
une sorte d'application d'un principe de précaution qui consistait, selon les termes qu'il utilisait lui-même, à faire des grands coups de filet qui avaient un effet de coup de pied dans la fourmilière et qui ont donné lieu à toute une série de... Voilà. Donc, il faut savoir rappeler cela quand on est dans un mouvement qui veut aller encore plus loin. Parce que là, l'idée derrière les assignations les interdictions administratives de sortie du territoire, les assignations à résidence de retour au retour d'un théâtre d'opération qui sont dans la loi du 3 juin 2016, les mesures d'assignation qui sont présentes dans ce texte-là, c'est que on est encore dans une version encore plus dégradée des éléments qui vont venir au soutien de ça. Et l'autre élément important qui différencie tout ce qui relève de cet état d'urgence permanent par rapport au droit pénal, c'est que dans le droit pénal, l'ensemble des éléments d'information doit par principe être consigné dans une procédure. Alors évidemment que dans ce domaine, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, il y a un travail en amont des services de renseignement qui apparaît en filigrane parfois, qui n'apparaît pas, etc., que donc il y a des angles morts. Mais, malgré tout, il y a des obligations procédurales fortes consistant à imposer, par exemple, d'avoir des procès-verbaux qui disent à telle date, il y avait tel policier, alors ils sont anonymisés, mais néanmoins il y a leur numéro de matricule, etc., qui a constaté telle et telle chose, d'avoir des photos, d'avoir des retranscriptions d'écoute téléphonique, d'avoir toute une série d'éléments qui permettent à un moment au juge d'exercer son contrôle et aux personnes mises en cause d'exercer leur défense. Parce que c'est aussi ça qui est important, c'est la question des droits à la défense. Dans le cadre, à l'inverse de ces mesures administratives, ce qui est finalement ce dossier énorme, ces tomes et tomes de dossiers judiciaires, fondent comme neige au soleil et se trouvent réduits à des notes des services de renseignement dans lesquelles, au nom de la protection des intérêts de la nation, on ne révèle ni comment l'information a été obtenue, ni quand, par qui, etc. Et donc là, on est sur une sorte d'affirmation de un tel appartient à un tel mouvement, il a été... voilà. Et on a donc non seulement des critères qui sont des critères complètement flous, restreints, etc., des éléments de preuve qui le sont tout autant, et donc, de manière évidente, systématique, obligatoire, le contrôle juridictionnel qui peut être fait de ces mesures ne peut pas être un contrôle strict. Parce que le cadre à la base ne l'est pas et parce que les éléments de preuve ne le sont pas. Et donc, par exemple, la tentative gouvernementale de dire on va mettre du juge des libertés et de la détention dans tout ça, pour nous c'est un contrôle de façade. Ça ne... Alors évidemment, la seule avancée à laquelle ça correspond, c'est que le contrôle est systématique. Et a priori. Voilà, parce qu'il est a priori, donc il est systématique, donc voilà. C'est le seul élément. En dehors de ça, le juge des libertés et de la détention, il sera confronté à peu près aux mêmes difficultés que le juge administratif a posteriori. C'est-à-dire, il regardera quels sont les critères dans la loi, il dira, bah oui, ces critères sont larges en fait. Donc, potentiellement, le cas peut rentrer. Et puis il regardera les éléments de preuve et puis il dira bah voilà, qu'est-ce qu'il pourra dire de plus en réalité que le juge administratif ne pouvait dire. Alors évidemment, voilà, le seul intérêt c'est que c'est a priori. Mais en fait, ça permet plutôt de blanchir une procédure dérogatoire, quoi. Lui donner une sorte de validité, un sceau en disant oui, tout est bon, alors qu'en fait il n'y a aucun contrôle, aucune avancée. Mais ça change rien au niveau du caractère, que les critères soient flous. Voilà. Ça change rien. En fait, le vrai problème, et c'est quelque chose qu'on a essayé de marteler depuis les précédents textes, au moment de la loi renseignement, au moment de la loi du 13 novembre, au moment de la loi de juin 2016, notre position, elle n'est pas de dire le juge administratif serait un mauvais juge et le juge judiciaire serait un bon juge. C'est vraiment, l'idée c'est de dire quels sont les critères finalement d'une intrusion étatique
dans une démocratie. Et quels peuvent être des critères acceptables avec des contrôles juridictionnels à la fois acceptables et effectifs. Parce que se pose toute la question de l'effectivité, et quand on regarde de la même manière, je ne sais pas si vous avez lu l'étude du CREDOF, donc il y avait eu un article de Libération qui relayait toute une série d'éléments de cette étude, et normalement elle devrait être publiée au mois de septembre. Si vous prenez contact avec Stéphanie Hennette-Vauchez, je pense que vous pourrez avoir un certain nombre d'éléments. Elle démontre que le contrôle juridictionnel de l'état d'urgence n'a pas du tout permis un véritable contre-pouvoir, parce qu'en réalité, il y a eu énormément d'affaires dans lesquelles les gens n'ont pas saisi, que lorsqu'ils ont saisi, il y a eu énormément d'obstacles auxquels ils se sont heurtés, et puis que, par ailleurs, lorsque la juridiction administrative a invalidé, le mal est fait, quoi. Non, c'est que la plupart du temps, elle a invalidé de manière très partielle. Par exemple, il y a eu beaucoup d'assignations à résidence où les gens ont été autorisés à rentrer à 21h plutôt qu'à 19h chez eux. Si vous voulez, oui, d'une certaine manière, c'est toujours mieux, hein, mais ça n'a pas changé la face des choses. Donc ça, c'est pour nous essentiel de dire qu'en tout cas, notre position sur ce texte, c'est qu'en réalité, il n'y a pas véritablement d'amendement possible. Dès lors que c'est sa logique même qui pose problème, que donc voilà, on est dans ce type-là. On a par ailleurs développé tout un... Enfin, je finis quelque chose sur la police administrative, après je reviens sur un peu les questions de, par exemple, des zones de protection et des contrôles frontaliers. L'une des inquiétudes que nous avons, c'est que vienne s'insinuer dans ce texte par voie d'amendement une disposition qui est en germe depuis quelque temps, qui est l'interdiction administrative individuelle de manifester. Il faut replacer ça dans une histoire qui est notamment celle des suites de la mort de Rémi Fraisse. Il y a un rapport parlementaire, une mission d'enquête parlementaire qui avait été présidée par Noël Mamère et rapportée par Pascal Poquelin. La conclusion, le rapport qui en est sorti, et dont d'ailleurs Noël Mamère s'était désolidarisé de mémoire, c'était un rapport qui proposait d'introduire des interdictions individuelles administratives de manifester, sur le modèle des interdictions de stade pour les hooligans, et en réalité sur un modèle qui est très similaire à ce qui existe dans ce texte. Pour nous, ça c'est vraiment un risque majeur de dérive, encore une fois, dans l'augmentation des pouvoirs des préfets, puisque certainement ça appartient au préfet, pas forcément au ministre de l'Intérieur, dans la mesure où on est vraiment dans cette logique prédictive, enfin, une logique préventive qui devient prédictive, dans laquelle on prive des personnes d'un droit fondamental qui est quand même celui le droit d'exprimer ses opinions, donc de manifester, sur les bases d'un risque qui serait soit tiré de précédentes condamnations mais dans lesquelles l'autorité judiciaire n'aurait pas estimé utile d'interdire les personnes de manifestation, soit sur la base de la même manière des informations qui seraient contenues dans les notes blanches, etc. La raison pour laquelle on croit que ça risque d'être introduit par voie d'amendement, c'est évidemment parce que l'état d'urgence a habitué le gouvernement à utiliser ce dispositif et que ça n'existe pas dans le droit commun. La particularité de surcroît, c'est que le Conseil constitutionnel avait invalidé sur la base de questions prioritaires de constitutionnalité le dispositif, et qu'il a été réintroduit, légèrement modifié selon les sortes de lignes directrices qui avaient été un peu fixées par le Conseil constitutionnel dans l'état d'urgence actuellement en vigueur. Juste pour une petite anecdote, quand nous avons, dans le cadre du collectif dont le syndicat de la magistrature est membre, nous avons rencontré le président de la République, à qui au début de l'été, donc c'était avant la dernière prorogation de l'état d'urgence, à qui nous avions fait part de toutes les dérives qui avaient pu exister, notamment dans les atteintes au droit de manifester, et qui avait dit non mais évidemment ça ne devrait pas être utilisé, l'état d'urgence ne devrait pas servir à ça,
Évidemment, j'y suis opposée. Bon, il s'avère que son directeur de cabinet était l'ancien préfet de Rennes, donc il y a toute une série de choses qui font que, évidemment, et puis évidemment, on ne voit pas aujourd'hui quel gouvernement pourrait vouloir se passer de ce type d'outils dont il a usé et abusé, et donc ça c'est un vrai risque. C'est un risque qui nécessite évidemment d'avoir une prise de position assez forte qui consiste à dire ce n'est pas parce qu'il peut y avoir des casseurs en manif qu'il faut introduire ce dispositif. Et d'une certaine manière, si on réfléchit à la question de savoir qu'est-ce qu'il faudrait retirer de notre dispositif juridique, il faudrait arriver aujourd'hui à avoir une réflexion sur les dispositifs concernant les interdictions de stade. Cette question des interdictions de stade, elle a été très peu évoquée, je pense, dans le débat, parce que certainement que les seuls à s'être mobilisés à l'époque étaient je sais pas, des COP, bon, voilà, et que, à vrai dire, on peut avoir une sympathie très limitée pour certains de ces groupes. Et néanmoins, précisément, contrairement à ce que dit Castaner, ce n'est pas parce qu'on se sent supporter ou parce qu'on se sent terroriste qu'on va avoir peur ou pas d'un texte, mais précisément il faut réfléchir à ce que ça produit de manière générale dans une démocratie. Et je crois qu'il y a véritablement dans ces dispositifs-là et dans le fait finalement d'assumer cette intervention préventive quelque chose sur lequel il faut agir. Ça veut dire donc d'envisager l'abrogation des interdictions administratives de sortie du territoire, de ce qui s'appelle les contrôles administratifs au retour, qui sont en réalité des assignations à résidence, de la possibilité comment on appelle ça, pour les personnes qui sont contrôlées, dont l'identité est identifiée, mais pour lesquelles il faudrait faire des contrôles supplémentaires de fichiers, de la possibilité de les retenir pendant 4 heures, qui a été introduite par la loi du 3 juin 2016. En plus, typiquement, pour reprendre ce dispositif-là, concrètement, il vient parce qu'on dit oui, mais en fait, il y a un terroriste un des terroristes, je crois, du Bataclan, qui a été contrôlé sur la route et il n'a pas été interpellé. La question, ça n'est pas de savoir est-ce qu'il faut garder pendant 4 heures des personnes pour pouvoir. La question, à la limite, c'est de savoir pourquoi est-ce que, d'abord, est-ce qu'à ce stade-là, il était possible de savoir que cette personne était susceptible d'avoir participé. Je pense à, voilà. Et puis, à la limite, de se dire, est-ce que les fichiers de police sont bien renseignés? Est-ce qu'ils sont... voilà, il y a toute une question par rapport à ça, parce que les outils existent déjà. Si véritablement on sait, si à ce stade-là, on sait qu'il est susceptible d'avoir participé, le fichier de police peut absolument y pourvoir. Voilà, donc interdiction administrative sortie du territoire, ça veut dire qu'il faut aussi réfléchir à la question des blocages administratifs de sites, puisque dans la loi du 13 novembre 2014, l'une des dispositions également qui va également dans ce sens, c'est celle de donner à l'administration la possibilité de bloquer, vous savez, c'est la main rouge, vous voyez pas? Donc en fait, à l'origine, on a une procédure judiciaire en cas d'apologie de terrorisme ou d'autres qui consiste à faire une procédure en référé pour obliger à retirer le contenu, des contenus qui vont être soit des contenus pédophiles, que de porno, sur internet, j'y étais pas. Ok, oui, ça y est, je vois. En 2004, par la lutte contre la pédopornographie, est introduit le fait de faire des blocages administratifs de sites. Les dispositifs ne sont pas mis en œuvre, ils ne sont pas allés, et puis avec 2014, c'est l'introduction du blocage administratif en matière terroriste, et là, les choses sont... Il y a, donc voilà, donc ça fait partie des mesures qui doivent être, pour nous, retirées de notre droit, parce que précisément, elles tombent dans ce piège prédictif
Et elle tombe dans ce piège de donner à l'autorité administrative des pouvoirs complètement dérogatoires, dans laquelle on voit de manière assez systématique la façon dont est définie ces pouvoirs et les personnes qui sont visées va être d'une façon extrêmement floue. Avec toujours le risque en plus qu'au fur et à mesure, on élargisse un petit peu, et on sait que ce type de dispositif, alors évidemment, on est aujourd'hui dans on n'est pas aujourd'hui dans la situation qui est par exemple la situation turque ou des choses comme ça, mais il n'empêche que, par exemple, nous avions rencontré en novembre 2015 nos collègues magistrats turcs, qui sont aujourd'hui incarcérés, et qu'on a discuté à l'époque déjà de l'autoritarisme qui montait chez eux, mais aussi des dispositifs qui étaient en vigueur chez nous. On avait constaté, par exemple, l'interdiction administrative de sortie du territoire existait, et on voit bien aujourd'hui aussi à quoi ces dispositifs peuvent un jour servir. Comment est-ce que, par ailleurs, par le passé, on a vu que certaines formes de radicalité politique ont pu être qualifiées juridiquement de terrorisme, etc. Donc comment est-ce que y a un vrai danger par rapport à ça? Il y a donc ça qui doit être une piste. Il y a évidemment la question des infractions de fond en matière pénale antiterroriste. On avait, nous, protesté contre l'introduction de l'entreprise individuelle à visée terroriste par la même loi du 13 novembre 2014, qui est prétendument la façon d'interpeller et de mettre en examen le loup solitaire, et qui a été partiellement censuré par le Conseil constitutionnel sur l'un des points les plus flagrants qu'on avait alors dénoncé, mais qui pose en réalité des problèmes assez similaires à celui de l'association de malfaiteurs, avec cet élément supplémentaire qui est que, puisqu'on est face à une personne seule, autant on peut avoir des éléments de preuve qui vont tendre vers l'idée qu'il y a quelque chose qui se prépare, autant dans l'isolement d'une personne, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc là, le texte a été écrit de manière un peu différente de celui de l'association de malfaiteurs. Le texte de l'association de malfaiteurs est très vague. Le texte de l'entreprise individuelle vise en réalité plusieurs dits éléments matériels qui doivent être retenus ensemble. Simplement, ce sont des éléments matériels qui peuvent être, par exemple, le fait... alors, il y a toutes les questions de consultation sur Internet de sites, et puis il y a le fait de faire des repérages, le fait de participer à des entraînements, le fait de... Voilà, encore une fois, on est sur des actes licites en soi, en dehors de la consultation habituelle. Actes licites, mais c'est le cumul. Et donc, pour nous, ce texte, qui avait d'ailleurs été, à plusieurs reprises, on avait tenté de l'introduire, et il y avait beaucoup de professionnels qui avaient dit que ce n'était pas nécessaire, on pense qu'il devrait être retiré. Il y a évidemment la question de l'apologie du terrorisme qui doit être réintégrée dans la loi de 1880. Donc en novembre 2014, de la même manière, l'idée a été de faire passer l'apologie du terrorisme de la loi de 1881 au code pénal pour pouvoir permettre toute une série de choses, dont par exemple la comparution immédiate, et on en a vu les effets assez immédiatement après les attentats de Charlie Hebdo et les attentats de l'Hypercacher, avec en fait toute une série de personnes qui sont soit alcoolisées, soit qui souffrent de troubles psychiatriques, qui commettent des outrages ou des menaces vis-à-vis des forces de police, et qui les teintent de discours faisant l'apologie de manière extrêmement médiocre et complètement souvent très abîmée en fait du terrorisme. Donc là, il y a et ça concerne toute une série de personnes qui, pour certains, ont été incarcérées, etc. La consultation habituelle de sites faisant l'apologie du terrorisme, pour nous, ça relève de la même chose. Il faut revenir sur ces dispositifs-là. En fait, le problème dans le droit pénal antiterroriste, c'est qu'il tire dans deux directions.
La première des directions avec l'association de malfaiteurs, etc., c'est finalement d'avoir des infractions qui sont très éloignées de faits matériels, qui sont dans une intention plus ou moins formalisée, etc., plus ou moins établie. Donc ça, c'est l'une des directions et qui pose problème. Et là, il faut encadrer, parce que pas totalement. Notre idée, c'est pas de dire, il faut. En tout cas, on n'en est pas à ce stade de la réflexion de dire il faut abolir l'association de malfaiteurs. Au moins, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument réfléchir à un encadrement plus strict. Et l'autre direction dans laquelle tire le droit pénal antiterroriste, c'est celle de se réduire à des faits matériels qui, en eux-mêmes, sont faciles à établir, mais ne traduisent rien ou pas de conséquences nécessairement sont associées. Par exemple, il y a une inquiétude qui consisterait à dire, et ça pourrait réapparaître, que la seule présence sur un théâtre d'opération terroriste pourrait être une infraction pénale. Et là, on voit que c'est absolument l'inverse de l'association de malfaiteurs, c'est-à-dire qu'on a un fait matériel. Oui, c'est facile de prouver qu'un tel était présent là, mais on ne prouve rien autour. Et on ne prouve pas quel est le dommage pour la société, quelle est l'intention véritable. Enfin, et le problème, c'est qu'en plus, dans l'interprétation de ces textes, en général, on va tirer du fait matériel l'intention, ou de l'intention au fait matériel. Donc, voilà, c'est un peu le risque. Donc là, il y a une vraie... il faut revoir cette question des infractions. Et puis, il faut revoir aussi le fait que le fait d'être visé à l'article 421-2 du Code pénal permet d'avoir toute une série de dérogations. Si vous examinez la liste des infractions qui peuvent être qualifiées de terroristes, vous verrez, c'est quelque chose qui n'est pas forcément su de la plupart de nos concitoyens, que des actes de dégradation peuvent être qualifiés de terrorisme, que des actes de... il y a même eu des actes par exemple de violence sur mineurs, violence par ascendance, des trucs complètement... que des actes de recel ou de vol peuvent être qualifiés de terrorisme. Est-ce que c'est en soi indispensable de recourir à cette qualification? En tout cas, la logique qui préside, c'est celle de pouvoir ensuite avoir accès à tous les pouvoirs dérogatoires, donc les durées dérogatoires de garde à vue, les durées dérogatoires de détention provisoire. Et ça, par exemple, sur la détention provisoire, ça a été encore modifié récemment dans un sens qui consiste à dire dans les affaires non criminelles en matière de terrorisme, il faudrait que la durée du mandat de dépôt soit de 6 mois au lieu de 4 mois, donc c'est le cas désormais, parce que c'est trop de contraintes pour les juges d'instruction antiterroristes. On est vraiment du coup sur une logique où beaucoup d'éléments du droit ou de la procédure pénale vont être déterminés pour éviter les contraintes aux professionnels. Et ça, c'est vraiment un mouvement qui est très problématique. On doit pouvoir réexaminer, oui, tous les 4 mois, le fait de savoir si cette personne doit ou pas être maintenue en détention provisoire. Et on doit d'autant plus qu'on est sur un champ... Si je dis pas de bêtises, sur le mouvement général pour limiter les contraintes, je pense qu'il arrive à avoir peut-être l'assentiment de certains professionnels. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas les moyens d'assurer le contraire, quoi. J'ose imaginer que le juge antiterro, il se dit ah oui, mais si on me demande tous les 4 matins d'aller réviser le truc, moi j'ai plein d'autres choses à faire. Et puis parce qu'en toile de fond, c'est ça qu'on entend aussi, c'est que du coup la mesure administrative en plus elle est beaucoup plus rapide et que quand on a pris pour 3 mois, c'est mieux que de prendre pour 1 mois parce qu'on ne vient pas 3 fois dessus, etc. Alors oui, si ce n'est que on peut dire que globalement, malgré tout, les services de l'antiterrorisme en France ont été largement, en tout cas du point de vue judiciaire, ont été largement renforcés, à tout le moins du point de vue des juges. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toute une question aussi de est-ce qu'il y a des moyens suffisants en termes de greffe, en termes de personnel administratif, parce que, par exemple, si vous prenez des attentats, la France a subi, il y a un nombre de parties civiles qui est extrêmement élevé de victimes, donc ça veut dire que chaque acte de procédure, et il est vrai, très lourd. Hein, donc, le problème, c'est que donc, effectivement, ça peut susciter finalement
cette idée qu'il ne faudrait pas avoir à faire tel ou tel, ou en tout cas pas avoir à s'y replonger trop souvent. Mais on peut imaginer et on peut comprendre qu'en réalité ça soit un réflexe qui soit évoqué. La solution, elle est inacceptable. On ne peut pas limiter un droit, notamment le droit à avoir sa cause réexaminée, pour une question de moyens. À ce moment-là, il faut mettre les moyens. Puis ça ne doit pas être inscrit dans la loi. C'est pas la loi qui va. En tout cas, là en l'occurrence, on passe. Ça veut dire que des personnes, donc, alors elles peuvent toujours faire des demandes de mise en liberté, ça ne s'oppose pas à ça, mais il n'empêche que voilà, on éloigne encore le réexamen en la matière. Il y a ensuite tout un champ qui nécessite de la même manière d'être examiné, c'est celui de la question des peines, et notamment de l'exécution des peines, des possibilités d'application des peines pour les personnes condamnées pour des actes de terrorisme. Les textes qui... Alors, on a des difficultés... Enfin, à l'origine, c'est la loi de 2006 qui crée le juge d'application des peines antiterroristes centralisé. Je vais vous parler de la centralisation, même si je crois que mes collègues l'ont déjà fait au début de l'été, mais je vais refaire un point là-dessus. On a tout un dispositif dérogatoire qui concerne les personnes détenues pour des actes de terrorisme. D'abord parce que la loi a introduit un nouveau critère qui est le critère de risque de trouble à l'ordre public, qui constitue désormais un critère qui permet de rejeter des demandes d'aménagement de peine. Et ça, c'est la négation de ce qui est l'application des peines, c'est-à-dire une activité qui est tournée vers la question de la réinsertion, qui implique donc souvent que non seulement la mesure est prise sans qu'elle soit connue du public, les victimes en sont informées ou peuvent en être informées, mais pas le public, et qui implique évidemment qu'on va à un moment accorder un aménagement de peine à des personnes qui ont commis des actes qui ont troublé l'ordre public, à des personnes qui ont tué, assassiné, violé, mais qui ont néanmoins exécuté une partie de leur peine et qui s'inscrivent dans une autre dynamique. Là, on a un obstacle très fort qui pose un vrai problème de principe. Et puis on a des obstacles qui sont liés au fait d'empêcher le juge d'application des peines de prononcer un certain nombre de mesures. Des mesures, par exemple en obligeant d'avoir des mesures probatoires, une durée de bracelet électronique ou de semi-liberté d'1 an à 3 ans avant de pouvoir avoir une libération conditionnelle, etc. Sachant, et ça n'est pas anodin, que ces mesures-là, elles visent aujourd'hui tous les détenus condamnés pour terrorisme. Ça veut dire par exemple qu'on sait que la question des personnes détenues basques est une question très sensible, notamment quant à leur éloignement, à la façon dont sont reçues ou pas leurs demandes. Ce sont donc des personnes qui se retrouvent aujourd'hui confrontées à ces obstacles supplémentaires. Alors, il n'y a pas de possibilité en réalité de créer dans la loi une sorte de distinction entre les formes à partir du moment où on a retenu ces infractions pénales-là, et c'est tout le rôle du juge en fait. Et le problème, c'est qu'on est avec ces dispositifs dans une logique qui consiste à ne pas faire confiance à l'appréciation qui sera faite par le juge sur la base des règles existantes, et à donc estimer nécessaire de lui imposer ces contraintes-là de manière massive. La question de la centralisation, c'est une question sur laquelle nous on a depuis longtemps une revendication qui consiste à dire que la centralisation pose un certain nombre de problèmes. Elle crée les conditions d'une forme de fonctionnement en vase clos entre les services de renseignement, les services antiterroristes, les services judiciaires, et donc elle nuit en partie au rôle qui doit être celui d'autorité judiciaire, c'est-à-dire un rôle de contrôle et de garantie sur la question de comment est menée la procédure et ensuite d'orientation de la procédure. Et donc pour ces raisons-là, et aussi parce qu'on voit bien qu'il existe des sortes de foyers
dans ces formes de criminalité et de délinquance qui peuvent s'inscrire dans un lieu. On croit qu'il serait bon d'avoir au contraire des formes de juridiction interrégionale spécialisée. Enfin, donc, en gros, on décentralise la question de la lutte contre le terrorisme. Alors évidemment que les arguments qui s'opposent à ça, souvent, c'est de dire à Paris, il y a une capacité de mobilisation énorme. Et c'est vrai, par exemple, que lorsqu'il y a eu les attentats qu'on a connus, que ce soit à Nice ou que ce soit en région parisienne, en gros, il y a tout un système qui est organisé au sein de la juridiction parisienne pour avoir des collègues en renfort, quoi, et qui sont intervenus de manière très manifeste. Donc l'idée, c'est évidemment de trouver à la fois la taille adéquate, et donc en vrai, en réalité, les juridictions interrégionales, c'est quand même une taille assez importante, on n'est pas sur... et puis, c'est aussi de savoir comment est-ce qu'ensuite les informations peuvent être échangées pour éviter, c'est vrai, d'avoir une vision fragmentée de certains réseaux. De toute façon, on est dans un domaine dans lequel, évidemment, entre les services de renseignement, les services de police, les services judiciaires, ne serait-ce que le turnover des personnes. En fait, il y a plein de phénomènes qui vont avoir pour effet que, évidemment, il y a peut-être de l'information qui va pas forcément qui va se perdre, etc. Il faut juste essayer de limiter ces pertes un peu inéluctables, d'une certaine manière, en tout cas, parce que parfois c'est juste finalement dans la connaissance que quelqu'un a de tel ou tel truc. Il sait qu'il y a 6 ans, il a entendu un truc vaguement sur ce type de projet, qu'à l'époque ça ne donnait rien, et puis tout d'un coup, 6 ans plus tard, ça prend son sens. Mais ça, c'est inéluctable, et c'est inéluctable dans toutes les formes d'enquête, d'une certaine manière. Donc voilà, sur cette question de la centralisation, nous pensons en tout cas qu'il y aurait une vraie... en tout cas, qu'il y aurait une plus-value à envisager cette solution-là. Ça permettrait aussi, d'une certaine manière, d'avoir puisqu'on est toujours dans un système dans lequel les procureurs sont nommés dans des conditions qui ne sont pas conditions d'indépendance, d'avoir une moindre pression, par exemple, sur le fait de savoir qui sera nommé procureur de la République de Paris lorsque François Molins quittera ce poste, puisque ça arrivera dans un temps relativement proche. Qu'est-ce qui peut relever comment est-ce que tout ça va se passer, etc. Il y a quand même des enjeux importants, et ça c'est aussi à mettre en lien avec la réforme constitutionnelle à venir, pour laquelle il y a des demandes. Après, je dirais que c'est un champ énorme, parce que si on reparle de la question des personnes condamnées, il y a la question du FIGET, le fichier des auteurs d'infractions, donc fichier, le I, ça doit être le I de fichier, fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroristes, qui lui a été introduit de mémoire dans la loi renseignement, et qui est un fichier qui en fait fonctionne sur un mécanisme qui est le mécanisme des mesures administratives, c'est-à-dire que il n'y a pas d'infraction pénale en soi, on crée une obligation administrative, et si cette obligation administrative n'est pas respectée, il y a une infraction pénale, et donc là on peut aller vers la prison. Donc typiquement, dans ce cadre-là, c'est il y a une obligation de déclarer son adresse, ou de ne pas sortir de tel machin, ou de dire lorsqu'on est parti à tel endroit. Et on va avoir, en cas de manquement, une condamnation. Tout ça pendant 10 ans, 20 ans, enfin voilà, c'est sur des durées extrêmement longues. Et c'est ce mécanisme-là qui pose problème. Ce qu'on doit soutenir, je crois, dans une démocratie, c'est qu'il est légitime que des personnes fassent l'objet de mesures de surveillance, de mesures d'enquête,
lorsqu'il existe des soupçons, voilà, que ces mesures de surveillance doivent être soumises à un régime de contrôle suffisant et qu'elles doivent s'inscrire dans... qu'il doit y avoir malgré tout des éléments à la base, mais que s'il n'y a pas si ces mesures-là n'aboutissent pas au fait de réunir les éléments suffisants pour une procédure pénale, eh bien ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir d'intervention étatique, qu'on doit se borner soit à continuer à poursuivre les enquêtes, soit à cesser les enquêtes et puis à attendre qu'il y ait des éléments supplémentaires. Ça veut dire, pour continuer les enquêtes, évidemment que la question en réalité des moyens, que vous évoquiez tout à l'heure, elle se pose beaucoup plus sur les policiers et les services de renseignement en charge de ce domaine-là que sur l'autorité judiciaire, et qu'elle se pose aussi beaucoup plus sur effectivement des moyens humains que sur la question des moyens technologiques. Et sur les moyens technologiques, nous on avait, et que dès lors qu'on rentre par exemple dans la question des moyens technologiques, il faut malgré tout, et ça c'est l'avertissement de la CEDH dont il faut se rappeler dans les années 70, c'est de dire qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, les États ne sauraient prendre n'importe quelle mesure jugée par eux appropriée, au risque de saper les fondements de la démocratie au prétexte de la défendre. Et c'est ça l'idée, c'est que par exemple tout ce qui va relever de la surveillance de masse, la surveillance indifférenciée, ne peut pas être acceptable. La question n'est pas de savoir est-ce que ce sera efficace ou pas. À vrai dire, c'est plutôt inefficace, mais la question c'est de savoir qu'est-ce que ça produit de manière générale. C'est pour ça qu'on était opposé au PNR, par exemple, au fichier de tous les passagers aériens. C'est pour ça que il y avait une opposition au fait d'avoir toutes les données, d'avoir une sorte d'ADN de tous les citoyens à l'époque où il y en avait des questions, etc. C'est dire en fait, ça ce sont des limites qu'on ne peut pas franchir parce qu'on ne peut pas surveiller l'intégralité de la population au prétexte de lutter contre le terrorisme, d'autant qu'on sait qu'en fait on ne peut pas bâtir un système de surveillance sur la confiance dans les services, sur une sorte de confiance dans le fait que les services, de manière intrinsèque, ne les utiliseraient qu'à des fins légitimes. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une défiance de principe vis-à-vis des personnes, mais en tout cas, on ne peut pas laisser des personnes incontrôlées en ayant ce système de consentement. Et c'est pour ça que, par exemple, sur la loi renseignement, on avait essayé de mettre d'évoquer à la fois ce qu'on estimait ne devoir pas être des cas permettant le recours à ces techniques, par exemple sur la question de la préservation de la paix publique, puisque c'était l'une des causes de recours à ces mesures qui permettaient de surveiller un certain nombre de mouvements sociaux, qu'on voulait restreindre les possibilités qui sont liées par exemple au fait de la défense et de la promotion des intérêts économiques de la France, où on voyait bien que derrière cette appellation un peu large pouvait se nicher toute une série d'acteurs qui seraient simplement par exemple des lanceurs d'alerte, des acteurs qui contesteraient, je sais pas moi, la politique économique de certaines entreprises nationales ou pas nationales, certains domaines, la pharmacie, l'armement, des choses comme ça. Et qu'il fallait qu'il y ait un véritable contrôle juridictionnel, encore une fois pas forcément judiciaire, mais au moins un contrôle systématique, ce qui n'est pas le cas avec aujourd'hui le système de la CNCTR, qui à certains égards qui permet certaines avancées, mais qui ne les permet pas de manière générale. Donc voilà, il y a en réalité un chantier assez énorme que j'ai essayé de vous brosser là, je crois, sans trop d'angle mort. Je crois que le terme n'est pas du tout adapté, mais voilà, en essayant de faire ensuite, je crois que si vous avez j'ai peut-être un peu dépassé le temps à partie. Il est 10h30, on doit conclure là. On s'est laissé un petit quart d'heure de battement avant la prochaine édition, mais on a encore une petite dizaine de minutes pour conclure. Moi, parce que
que tous ces éléments-là, c'est bien, on rentre dans le détail. Et c'est vrai que j'avais entendu parler, enfin, vu esquisser lors des auditions la question de la décentralisation. C'est un des éléments importants. Moi qui viens du ministère de l'Intérieur, il me semble que la zone de défense, ça pourrait être une zone intéressante. Alors après, je ne sais pas comment le ministère de la Justice, je sais qu'il est plutôt sur un niveau interrégional, qui n'est ni les régions actuelles administratives, ni les zones de défense, autre chose encore. Après, je ne sais pas, du coup, la zone de défense, ça me semble bien pour pouvoir, si l'objectif c'est aussi de coïncider avec l'organisation des services de renseignement, administrativement, par avoir des trucs qui sont des départements qui sont à cheval sur des zones différentes, la zone de défense, ça me paraît être une zone qui est compatible, qui est décentralisée et compatible avec les services de renseignement et leur organisation. Parce que même si tout est centralisé à Paris d'un point de vue de l'autorité judiciaire, les services de renseignement ont des antennes un peu partout en France et sont décentralisés. Eux, ils font du renseignement décentralisé. Donc ça ne me paraît pas... sur le PCRP, ils commencent à se caler sur le ministère de l'Intérieur. Après, on en revient à la question des moyens, encore une fois, où c'est tout basé sur des techniques informatiques de renseignement de masse et pas forcément sur la logique de moyens. Et donc, vous me dites que d'un point de vue du nombre de juges antiterroristes, par exemple, on a ce qu'il faut pour faire face à la menace, a priori. Aujourd'hui, en fait, nous, les retours qu'on a, c'est ça, c'est que à la fois le parquet antiterroriste et les juges antiterroristes ont été renforcés, évidemment que, en fait, finalement, la charge la plus importante, c'est une charge émotionnelle et c'est la pression qui est liée à la nature même de ce contentieux. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez inéluctable. On pourra bien rajouter des juges. En réalité, il y aura toujours ce sentiment qu'il faut arriver à intervenir avant pour empêcher. Voilà. Et donc c'est plus ça. Mais en tout cas, je crois que les retours qu'on a, c'est que les conditions de travail sont des conditions de travail relativement bonnes, en tout cas. Les parquets aussi, on dit juge, mais le parquet aussi a été renforcé. Et donc, il y a vraisemblablement la question des fonctionnaires qui est un peu plus. Voilà, bref. Il déjà pas. Du coup, vous trouvez qu'il est suffisamment doté? Oui, là on est sur donc, deux juges antiterroristes qui font quasiment. Enfin, moi je suis juge à l'application des peines à Paris. D'accord. Pas antiterroriste. Pas antiterroriste. Je crois que ça n'arrivera pas. Donc il y a deux collègues qui sont en charge de ce contentieux-là, qui ont donc un nombre de mesures qui est un nombre de mesures finalement très raisonnable, même s'il est en augmentation. Je pense si on compare à des juges d'application des peines qui sont en charge par exemple de maison centrale ou avec des profils qui vont être des profils très hauts, qui auront une dimension un peu moindre parce qu'il n'y a pas forcément tout ce qui doit être perçu dans finalement le contexte un peu plus général dans lequel s'est inscrite l'action de ces personnes. Mais je crois qu'aujourd'hui on n'est en tout cas pas sur des difficultés à proprement parler de moyens des juges antiterroristes. C'est vraiment plus sur la dimension policière, renseignement, et puis sur la question par exemple, qu'est-ce qu'on fait sur les financements, sur les circuits de financement, il y a énormément de choses dans lesquelles et puis sur les possibilités de surveillance physique, effectivement, d'un certain nombre de personnes, parce que ce qui est certain, c'est qu'en fait il y a un moment, mais ça c'est à la fois intrinsèque à toutes les enquêtes et c'est aussi lié aux moyens. Il y a un moment où où les policiers disent on doit faire un arbitrage entre continuer à suivre cette personne contre laquelle pour l'instant on n'a pas réussi à avoir des choses, mais dont on sent que, ou suivre telle autre personne. Et cet arbitrage-là, si il est dicté par des considérations objectivables, et bien c'est très bien. S'il est dicté par des considérations matérielles, des considérations de moyens, là, on est face à un problème. Parce que, c'est aussi l'essence d'un travail policier, qu'à un moment devoir s'arrêter. C'est-à-dire, parce que précisément, c'est ce que je disais, je crois, en début d'intervention, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours dire, s'il n'y a rien, c'est qu'il y a quelque chose en dessous. Il
mais qui se cache très bien. Donc voilà, il y a un moment, et c'est ça aussi qui est évidemment l'une des pressions qui s'exercent sur les professionnels qui travaillent dans ce domaine. C'est de savoir déterminer, d'être finalement dans une certaine culture un petit peu de la... je ne sais pas comment on pourrait calculer ça, à dire ça, c'est une forme de paranoïa, je sais pas, mais qui dit qu'il y aura toujours quelque chose derrière. Mais donc évidemment, ça doit faire partir un peu de leur quotidien, et en même temps de savoir c'est bien, oui, il y a un moment où il faudra qu'on arrête. Et il y a une culture, juste pour compléter, une culture qui s'insère aussi dans le judiciaire maintenant. Les collègues qui sont amenés au parquet notamment à traiter du quotidien, et de temps en temps il y a des affaires terroristes qui émergent ou pas du tout, ils disent eux-mêmes c'est terrible parce qu'on cherche quelque chose. Déjà le droit pénal englobe un certain nombre de comportements dont on a vu c'est très léger, des critères très flous, etc. Mais aussi eux, il y a une culture de on a du mal à considérer qu'il y a ou pas d'infraction ou rien parce qu'on sent des choses. Sauf que le judiciaire il est là pour enquêter sur les infractions qui sont commises, et même c'est là où il y a le danger aussi, c'est-à-dire qu'on repousse la frontière à chaque fois, et ça infuse aussi dans le judiciaire. On retrouve la même chose dans la pénitentiaire, les conseillers d'insertion de probation qui se retrouvent aussi ça dans ce pousse la réseau-là. limite. N'ont pas forcément les moyens, la formation, et du coup on a un climat de suspicion un peu généralisé. C'est tout l'enjeu du renseignement pénitentiaire, de la façon dont il est pensé, et ce qui est évoqué actuellement. En fait, ça touche tous les acteurs du travail social, par exemple. Le discours politique va aller dans le sens de la question des liens entre la psychiatrie et les services de police. On trouve les mêmes choses sur l'aide sociale à l'enfance, tout ce qui est les éducateurs, etc., la protection judiciaire de la jeunesse. On retrouve, et c'est vrai qu'il y a une réelle difficulté dans le temps de panique que l'on vit et qui est légitime par rapport à ce que représente la violence, les attentats, etc., à réaffirmer finalement que il doit y avoir à certains moments, tout le monde ne peut pas concourir à la lutte contre le terrorisme, que chacun doit retrouver aussi son rôle, et ça passe aussi par le fait d'avoir des services publics à la hauteur, parce que finalement si aujourd'hui on ne finance des services publics que pour détecter et traiter entre guillemets la radicalisation, etc., on a délaissé si on prend la question de la protection de l'enfance par exemple, ou la question des droits des détenus, la réinsertion des personnes détenues, etc., de la possibilité d'accéder à un service public de l'emploi qui permet d'avancer, etc., on délaisse le système de principe, et on pose des sortes de petits pansements de la dite déradicalisation dont on a vu par ailleurs, il y a des études anglaises qui démontrent que certains de ces dispositifs ont des effets absolument contre-productifs de stigmatisation, etc. Donc il y a vraiment aujourd'hui un enjeu, mais malheureusement il se situe bien au-delà des frontières d'une législation sur le terrorisme, il se situe en réalité dans des choix publics, de financement, dans des choix d'orientation des services publics. Ça aurait été ma dernière question, mais on a déjà un peu répondu, mais sur tout ce qui était justement la prévention de la radicalisation ou la déradicalisation, quel regard vous portez là-dessus? Qu'est-ce dont on est sûr que ça ne fonctionne pas et que c'est contre-productif, et quelles seraient les pistes qui n'ont pas été explorées en dehors de la réponse générale qu'on porte aussi, d'un engagement des services publics, de proximité, à la hauteur des besoins, etc., dans tous les domaines, éducation, santé, en général. Aujourd'hui, je crois que ce qui est clair, c'est que la question même du terme de déradicalisation est remise en cause, même par certains qui avaient mis en place des dispositifs, notamment des centres spéciaux de déradicalisation. C'est-à-dire que dès le début, il y a des inquiétudes et puis des questionnements qui se sont posés sur ce terme même-là, et l'idée comme un désenvoûtement. Voilà. Et aujourd'hui, même les dispositifs publics, il y a récemment un centre de déradicalisation qui a fermé parce que aujourd'hui, c'est quand même assez établi qu'il faut pouvoir justement développer les services publics, qu'il y ait un accompagnement, mais quand on parle de prévention, c'est pas au niveau des sites internet, c'est pas au niveau des départs en Syrie, c'est bien avant.
Et tout le système dont on parlait des services publics, et c'est pour ça que tout ça est intrinsèquement lié. Laurence parlait de protection de l'enfance. Quand on sait que la plupart des budgets des conseils départementaux en termes de protection de l'enfance qui financent les placements, etc., sont en train d'être réduits drastiquement, il y a un argent qui n'est pas mis à un endroit pour aider la population, une partie de la population, et faire que les gens aussi puissent être bien, profiter de services publics, s'éduquer, avoir un accès à la santé, un accès à un projet. Et c'est là-dessus qu'on intervient. Alors évidemment, c'est pas de dire on met tout là-dessus et puis on fait comme si rien n'existait quand les gens sont en train de passer à l'acte, mais c'est deux choses très différentes. Voilà. Et donc la prévention, la vraie prévention, la prévention primaire et les actions primaires sont complètement déshabillées et n'ont pas du tout les moyens de fonctionner. Donc, parce que je pense que l'idée qui est largement reçue dans la population, c'est que si quelqu'un dit radicalisé et qu'il est passé à l'acte, c'est tout, c'est définitif. Quoi. Limite, il est mis au banc de la société définitivement. Et, oui, et puis la difficulté aussi d'appréhender les choses, et elle a beaucoup été appréhendée comme ça, mais j'ai l'impression qu'on commence à en venir, c'est de dire il y aurait des spécialistes en déradicalisation, il y aurait des spécialistes à la question des psychiatres spécialisés, etc. De connaître une situation, c'est jamais nuisible pour enrichir sa manière d'appréhender les choses. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que c'est des approches pluridisciplinaires de regard sur des personnes qui peuvent amener quelque chose. Il y a eu un gros marché de la radicalisation avec beaucoup d'argent, voilà, donc tous les spécialistes qui s'affirment comme tels, déjà il y a faut faire attention là-dessus, ça n'empêche pas qu'ils aient une expertise dans notre domaine, mais c'est aussi revenir à des considérations un peu de droit commun, je ne sais pas si ça s'adapte là, mais même en discutant avec des gens qui sont dans le judiciaire, dans l'antiterrorisme, qui disaient, mais nous, pour des expertises psychiatriques, on ne pense pas qu'il y ait besoin d'experts spécialistes, même des questions de terroristes, c'est-à-dire les psychiatres ont besoin de leur grille de lecture habituelle, voilà, pour déterminer en fonction de leurs références à eux, et que voilà. Okay. Non, ouais, je crois que c'est le risque de la catégorie du terroriste ou du radicalisé, c'est d'unifier en réalité des trajectoires et des parcours qui peuvent être très différents. On ne peut pas exclure qu'effectivement il y ait des personnes qui, condamnées pour ce type de fait, restent extrêmement enracinées dans le recours à cette forme de violence politique criminelle. Enfin, je veux dire, ça, il n'y a pas de... d'une certaine manière, je crois que la position qu'il faut savoir tenir, c'est celle de dire que une personne condamnée pour un acte terroriste n'est pas perdue pour l'humanité, n'est pas et que donc certaines de ces personnes pourront bien finalement se maintenir dans ce positionnement comme voilà, quelque chose qui va définir leur existence. Ça ne signifie pas pour autant que toute entreprise est vouée à l'échec pour essayer de raccrocher d'identifier quelles ont pu être des motivations particulières, etc., et de raccrocher à ça. Le risque auquel on se confronte, c'est finalement celui qui consiste, et ça on l'a entendu pas mal dans le débat public, à dire oui, mais en fait les repentis, pas au sens juridique, hein, mais au sens un peu commun, ne sont pas des vrais repentis. Au fond, c'est une stratégie qui consiste à attendre pour passer à l'acte. De la même manière, c'est une réalité qui peut exister, évidemment, et c'est là toute la difficulté de ce travail, mais en tout cas, on ne peut pas présupposer que c'est quelque chose qui s'applique à tous, et à vrai dire, de la même manière... Notre idée, c'est pas de dire jamais il n'y a rien de particulier, il n'y a rien, il faut toujours en revenir au point. Et néanmoins, par exemple, lorsqu'on est juge d'application des peines et qu'on s'occupe de personnes qui ont commis des actes criminels, des viols à répétition, des crimes, voilà. Et en réalité, la problématique se pose aussi un peu dans ces termes-là, de savoir à quel moment et comment et par quel biais est-ce qu'on peut penser qu'une personne ne commettra pas à nouveau ce type d'infraction. Je crois que voilà, il faut réfléchir aussi à ce que est-ce qu'il faut pour cela, par exemple dans le cas du terrorisme dont il est question,
changer les idées de la personne, ou simplement finalement aboutir à ce que, quelles que soient ses idées en la matière, il n'y ait pas de passage à la violence et qu'il n'y ait pas d'utilisation de... Voilà, parce que, à vrai dire, et donc c'est là qu'il y a évidemment toute une difficulté qui s'inscrit aussi dans le rapport que peut avoir l'État à la pratique d'une religion, dans la façon dont en prison, par exemple, la pratique de l'islam va être rendue extrêmement difficile parce que placée sous surveillance, parce qu'elle a été enfin en tout cas elle s'est faite dans des conditions qui n'étaient pas acceptables pendant des années, etc. Donc voilà, ça... Mais effectivement, je crois que la difficulté dans cette matière-là, c'est que nul n'est capable d'avoir à un moment une affirmation politique qui consiste à dire je vais faire quelque chose là sur le plan législatif qui va éradiquer le terrorisme, qui va l'empêcher, etc. Et qu'il faut partir de cette donnée politique, que quelle que soit l'action politique menée, elle ne nous protégera pas de manière définitive et absolue contre le terrorisme, et qu'il est très vraisemblable, même si c'est malheureux, que nous vivions encore des attentats terroristes. Il y a des choses à faire pour essayer de limiter au plus, mais le propre d'une criminalité, et encore plus de la criminalité terroriste, c'est d'avoir toujours un pas d'avance en fait, sur la police qui le poursuit et sur ceux qui veulent... Voilà. Donc ensuite, l'idée c'est en réalité de faire au mieux, sans sombrer dans des dérives telles que celles que nous identifions nous dans ce texte-là et dans les textes qui nous précédent. Ok, merci.